Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. L'année 2009 nous a offert une rivalité exceptionnelle à la WWE entre d'un côté le charismatique Enigma, un des maîtres de l'extrême avec son frère Matt, une des superstars les plus populaires de la fédération à cette époque, Jeff Hardy. Et de l'autre, le Kid de Chicago, le prophète du style de vie Straight Edge, l'ancien phénomène des Indies, CM Punk. C'est une opposition qui a marqué beaucoup de fans, et à juste titre. C'était la dernière feud de Jeff Hardy avant son départ de la compagnie, jusqu'à son retour en 2017. C'était aussi la première storyline de premier plan de CM Punk à la WWE. Et surtout, c'était une histoire dans laquelle la frontière entre fiction et réalité était brouillée comme rarement. Dans cette vidéo, on va revenir en détail sur cette rivalité entre Hardy et Punk et tenter de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui la rendait si spéciale? Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo pour soutenir la chaîne et ne pas manquer les prochaines. Merci à ceux qui l'ont fait et ceux qui le feront. Vous êtes bien sur Johnny Catch, la rivalité Jeff Hardy-CM Punk. C'est parti! Avant de nous plonger dans cette rivalité, c'est important de comprendre ce que représentent Jeff Hardy et CM Punk dans la WWE en 2009. Ce qu'ils avaient déjà fait de marquant à ce moment-là, et aussi comprendre à quel point ils sont fondamentalement différents dans la vraie vie. D'un côté, on a le charismatique Enigma, celui qui faisait rêver les fans avec son catch aérien et spectaculaire, notamment avec ses superbes Swanton Bomb et son Whisper in the Wind, le chouchou des fans, Jeff Hardy. À partir de son retour à la WWE en 2006, après une première période entre 1998 et 2003, Jeff est dans une ascension progressive vers les sommets. Une quête d'un titre suprême qu'il n'avait jamais gagné. Un parcours du combattant auquel beaucoup de fans vont s'identifier. Après un premier title shot contre le champion de la WWE Randy Orton au Royal Rumble 2008, Hardy va connaître une période difficile, dans laquelle il va se faire suspendre par la fédération pour être retombé dans ses addictions, ce qui lui avait déjà valu une suspension en août 2007 et fait rater SummerSlam. Cette fois-ci, elle va lui coûter WrestleMania 24, où les officiels prévoyaient de lui faire gagner la mallette Money in the Bank en plus. Un vrai crève-cœur, mais une année qui connaîtra une fin heureuse dans laquelle Jeff va enfin réaliser son rêve en gagnant le titre WWE en décembre 2008, au show Armageddon. Une consécration pour celui qui a dû batailler contre ses démons. Hélas, il va se faire trahir par son frère Matt, avec qui il avait explosé à la compagnie dans sa première période entre 1998 et 2003, quand ils étaient la tag team des Hardy Boys, une période qui s'était déjà terminée prématurément à cause d'un non-respect de la politique de la WWE en termes de substance en avril 2003. Cette lutte fratricide aboutira à un affrontement à WrestleMania 25 en 2009 que Matt Hardy gagnera, mais au final, Jeff aura le dernier mot dans un high quick match qu'il remportera au pay-per-view Backlash. Après ça, il est enfin prêt à repartir à la conquête d'un nouveau règne de champion que son frère avait gâché quelques mois avant. C'est important d'avoir conscience qu'en 2009, Jeff Hardy est une des stars de la fédération les plus populaires. À ses apparitions, les réactions du public sont toujours unanimes, au contraire de celles pour John Cena par exemple, qui sont beaucoup plus mitigées. Les fans admire sa manière de catcher, son courage pour réaliser des spots hallucinants comme la Swanton Bomb sur Randy Orton en janvier 2008 du haut des échafaudages, mais aussi son côté humain, vulnérable, honnête sur ses failles, comme il l'a été dans sa promo après son retour de suspension le 12 mai 2008, où il admettait avoir fait une erreur. C'est une superstar au look et à la personnalité unique, inhabituelle à la WWE, qui se bat pour vaincre ses problèmes et connaître la gloire. Et pour toutes ces raisons, les fans l'adorent. Il est d'ailleurs à cette époque celui qu'en France, on aimait tous quand on regardait Catch Attack sur la chaîne NT1. Le charismatique Enigma mène une vie de rockstar. Il l'est aussi, littéralement, puisqu'à côté du catch, Jeff fait aussi de la musique avec son groupe Peroxygen. Son mantra est de live for the moment, être dans l'instant présent, se donner corps et âme dans le ring sans limite, même si ça implique, hélas pour lui, d'atténuer les douleurs que ça lui cause en coulisses, où il devient accro à plusieurs substances.
De l'autre côté, on a CM Punk, qui est radicalement différent. Comme son tatouage Drug Free sur les phalanges et celui Straight Edge au-dessus de son nombril l'indique, il est un adepte rigoureux d'un mode de vie sans alcool, sans cigarettes et sans drogue, à l'inverse de Jeff Hardy. Comme il le disait dès 2006, il est Straight Edge par choix personnel, et peu importe que ça ne fasse pas de lui le gars le plus cool. À cette époque-là, Punk a déjà connu un règne de champion poids lourd à l'été 2008, après avoir cash-in sa mallette Money in the Bank sur Edge, un règne qui s'était terminé par un punt kick de Randy Orton en backstage à Unforgiven, qui l'avait obligé à rendre son titre vacant. Il va tantôt être champion intercontinental et champion tag team avec Kofi Kingston, mais attend toujours cette grande mise en avant qu'il a jamais vraiment eue depuis son arrivée à la WWE en septembre 2005, bien qu'il soit un des babyface les plus appréciés par les fans. Mais pour quel motif on le met pas en avant? Michael Hayes, un des officiels, le résume très bien. CM Punk à l'époque n'était pas le prototype WWE typique. Il n'était pas ce qu'on recherchait habituellement dans nos superstars, d'un point de vue taille, look, avec ses tatouages, son air débraillé. Je dirais qu'il y avait des gens haut placés qui disaient à propos de lui « C'est pas notre poster boy ça !» Et pourtant, à la grande surprise du Kid de Chicago, on va lui donner une deuxième chance quand il regagne la mallette Money in the Bank à WrestleMania 25. Ce jour-là, il était choqué qu'on lui redonne cette opportunité, mais intérieurement, il ne s'emballe pas et est même convaincu qu'il serait sûrement le gars qui ferait son cash-in et perdrait. Il dit lui-même qu'il n'aurait jamais cru, même dans ses rêves les plus fous, que la foudre frapperait 2 fois au même endroit. Et pourtant, c'est bien ce qui va arriver. Le jour du show Extreme Rules, le 7 juin 2009, le grand patron Vince McMahon le convoque dans son bureau et lui dit « J'ai un challenge pour toi. On va voir si tu es capable d'être un heel. » Punk lui demande alors, en étant tout heureux, en quoi consiste le challenge. Là, Vince, il est étonné et lui dit « Bah je sais pas, si tu vas réussir à être un bon heel. » À ce moment-là, celui qui était présenté comme un gentil depuis ses débuts à l'écran à la WWE en 2006, lui adresse ces paroles prophétiques. « Ne t'inquiète pas, Vince. Dans 3 mois, je serai le plus gros heel de la compagnie. » C'est alors que va naître cette rivalité inédite entre deux gars qui ont le point commun d'être des rebelles qui ne rentrent pas dans le moule traditionnel d'une superstar de la fédération, mais qui en même temps sont très différents dans leur manière de vivre. Ce soir-là, à Extreme Rules, Jeff Hardy est enfin de retour au sommet en ayant battu le champion Edge pour le titre poids lourd dans un match TLC exceptionnel, et semble avoir surpassé l'adversité pour de bon, pour le plus grand bonheur des fans. Mais là, coup de tonnerre, le team song This Fire Burns, que j'adore, retentit, et CM Punk débarque avec sa mallette et effectue son cash-in sur un Jeff affaibli par le match qu'il vient d'avoir. Hardy se relève d'un premier JTS, la prise de finition du Kid de Chicago, mais le deuxième sera fatal. Son règne tant attendu après tous ces obstacles sur son chemin n'aura duré que 5 minutes, un des plus courts de l'histoire. Et une fois de plus, le courageux et talentueux Jeff Hardy ne peut pas vraiment savourer la victoire. CM Punk brise le cœur des fans et crée par la même occasion une situation atypique. Un babyface est venu pourrir le moment d'un autre babyface. À ce moment-là, les fans ne savent pas comment réagir. Faut-il être heureux pour une de leurs superstars préférées qui est champion à nouveau et qui a saisi son opportunité? Ou faut-il être dépité parce qu'un de leurs chouchous s'est fait voler son happy ending et détester CM Punk? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a maintenant une ambivalence autour de lui et que la WWE va beaucoup jouer dessus les semaines suivantes, dans lesquelles cette storyline déjà ambiguë va définitivement prendre son envol. Dans le SmackDown du 12 juin 2009, le premier après Extreme Rules, CM Punk arrive en étant le nouveau champion poids lourd. Et c'est intéressant de noter qu'à ce moment-là, il reçoit un accueil mitigé, pas totalement négatif. Même dans son comportement, on le voit être enthousiaste, expressif, joyeux, ce qui est traditionnellement le comportement d'un gentil, ce qui semble donc encore être. Sur son t-shirt et sur les bandages autour de ses poings, on remarque déjà ce qui sera un élément charnière de la rivalité. Le motif du X, qui est le symbole straight edge,
un mode de vie auquel Punk revendique son appartenance. Dans sa promo, il dit qu'il ne considère pas avoir volé le titre à Jeff, il le compare à son cash-in sur Edge l'an dernier, où il avait aussi saisi l'opportunité. Il assume et dit qu'il a mérité cette mallette à WrestleMania, envers et contre tous, qu'il a travaillé dur. Je trouve que le storytelling autour du Kid de Chicago est déjà très intéressant là. Est-ce que le fait de saisir une opportunité fait de lui un méchant? Ne dit-il pas simplement la vérité sans le moindre parti pris? Ce qui est sûr, c'est qu'il est honnête. Il reconnaît que son cash-in n'était pas une décision populaire. Et je trouve que c'est super, parce qu'en tant que spectateur, on se dit que c'est la vraie vie, que Punk, il est lui-même, et qu'il nous dit ce qu'il pense. On hésite à le soutenir. Il va être interrompu par le charismatique Enigma, qui a encore l'air fracassé par son match Extreme Rules. Faut savoir qu'à ce moment-là, il avait l'épaule déboîtée. En revoyant, j'étais vraiment frappé par la forte réaction des fans qui l'adorent. Et ce qu'il va dire sera aussi honnête et réaliste. Punk n'a pas eu un vrai match contre lui et n'a pas vraiment mérité cette victoire. Il est égoïste. C'est sa vérité. Et du coup, on sait pas trop sur quel pied danser. Un élément que je trouve aussi super original en voyant les deux se parler dans le ring, c'est le fait qu'ils se ressemblent visuellement, avec leurs cheveux longs, leurs tatouages, leurs piercings. Je dirais qu'on a là, en même temps, les deux meilleurs marginaux non traditionnels de la WWE. Et sans que ce soit encore mentionné, les fans savent aussi que les deux ont des styles de vie opposés. Et en les voyant, on espère que ça finira par être abordé. Ils vont être interrompus par le Rated R Superstar et ex-champion Edge, qui veut son rematch. Va y avoir un moment drôle où il reproche à Punk de tout faire comme lui. Réussir 2 cash-in de mallette Money in the Bank comme lui l'a fait, même lui voler son nom en étant Straight Edge. Ça mènera à un number 1 contender match pour la ceinture de Punk en main event entre Edge et Jeff, où le Kid de Chicago sera aux commentaires. Il va avoir un finish bien trouvé qui jouera encore parfaitement selon moi sur toute cette ambivalence autour du nouveau champion du monde poids lourd. Edge balance Jeff sur Punk par-dessus la table des commentateurs et tout naturellement, tout logiquement, Punk va pas être content et aller attaquer Edge, répondre à cet affront. Mais en faisant ça, forcément, il cause une disqualification et coûte la victoire à Jeff. C'est le chaos, mais peut-on reprocher au champion d'avoir réagi à l'agression qu'il a subie? De l'autre côté, peut-on reprocher à Hardy d'être énervé contre Punk qui l'a fait perdre? Le 15 juin, dans une édition spéciale Free for All de Monday Night Raw, un triple threat va être organisé entre les 3 superstars et on va continuer dans la même idée avec Punk qui va empêcher Jeff Hardy de faire le pin de Edge alors qu'il avait fait sa Swanton Bomb et qu'il allait gagner pour l'écarter et faire le tomber sur le Rated R Superstar lui-même pour la victoire. Et on est toujours tiraillé dans ce dilemme moral. CM Punk est stratège, il est malin, il pense Sun Tzu. Mais est-ce qu'il est le méchant ou le gentil dans l'histoire? Il a respecté les règles et n'a fait que son travail. Alors, est-ce qu'on doit l'aimer? C'est pas évident. Au SmackDown suivant, il va y avoir une promo entre Jeff et Punk et la première pierre de ce qui sera le nerf de la guerre entre eux est posée. Hardy, qui est incroyablement over auprès du public, lui dit « On est complètement opposés. Tu vis ta vie de ta manière et moi de la mienne. » Et pour moi, c'est ce qu'il fallait faire. Il donne pas tout de suite. Il donne juste des prémices qui donnent envie qu'on aille plus loin dans le conflit de personnalité. C'est un peu comme une stratégie des petits pas. C'est progressif. On notera aussi, en voyant leur look, notamment Jeff avec sa tenue à manches violettes, ses cheveux plutôt jaunes, sa barbe à motifs, ses ongles teints, à quel point cette feud est atypique, aussi bien dans le fond que dans la forme. L'histoire puisera encore plus dans la vraie vie au SmackDown du 26 juin, quand en coulisses, Vince McMahon parle d'abord à CM Punk en lui disant qu'il le trouvait plutôt cool, en lui demandant si son style de vie straight edge c'était legit ou si c'était de la comédie. Le champion lui dit que sa seule drogue c'est la compétition, ce qui est bien trouvé. Et c'est un pas de plus vers le heel turn. Il reçoit en quelque sorte la validation à l'écran de Mr. McMahon.
la figure d'autorité heel ultime de la WWE depuis des années, de manière générale. Plus tard, Vince va aller voir Jeff Hardy et lui dire quelque chose qui m'a quand même un peu choqué si vous repensez à la réalité derrière tout ça et son passif avec les suspensions, etc. Vince ne veut pas que Jeff, le nouveau number one contender, regagne le titre dans son match à venir contre CM Punk à The Bash. Parce qu'il ne veut pas qu'il représente le show SmackDown avec tout le passé sulfureux qu'il a. Et on peut dire que là, c'est vraiment pas du kayfabe. C'est totalement réel. Comme c'était dit dans le documentaire My Life, My Rules sur Hardy, la WWE a beaucoup cru et investi en lui dans le passé. Mais il n'a pas su répondre à leurs attentes en retombant plusieurs fois dans ses travers. En avril 2003, en août 2007 et en mars 2008. On y apprend même que pendant cette dernière suspension, la compagnie lui imposait quasiment tous les jours des tests anti-drogue. Que pour lui, c'était infernal, encore plus en considérant que la bataille contre l'addiction est déjà un enfer en soi. Ça fait aussi repenser à sa rivalité avec MVP à l'été 2008, où ce dernier lui reprochait sa manière d'être insensée et dangereuse, en dehors et à l'intérieur du ring. Et on repense aussi à Edge, qui lui disait il y a quelques mois que Jeff n'était pas du championship matériel. Ce que la WWE pensait probablement dans la vraie vie aussi. Depuis 1998, Hardy maltraitait son corps avec tous ses spots de dingue. Et c'est évident qu'à toute cette époque, il était dos au mur et devait prouver à la fédération qu'on pouvait compter sur lui. En tout cas, sa réponse à Vince McMahon dans ce segment sera que le patron n'a qu'à demander aux fans qui ils veulent pour représenter SmackDown. Tout au long de sa carrière, ça aura été l'argument numéro 1 en faveur de Jeff, malgré tous les autres soucis. Sa popularité est énorme. Après, on arrive enfin au pay-per-view The Bash, et pour moi, c'est en quelque sorte l'apogée de ce booking ambigu autour de CM Punk, qui peut vraiment être vu comme un twinner. Hardy va réussir à le battre en lui faisant le pinfall pour le compte de 3, il y a une explosion de joie, mais l'arbitre se rendra compte que le pied de Punk était sous la corde au moment du pin. Il avait d'ailleurs été excellent niveau timing et niveau connaissance du ring pour le faire exactement au bon endroit, au bon moment. On reprend donc le match, les fans espèrent que ce n'est que partie remise, et là, nouvelle controverse. Punk se prend les doigts de Jeff dans l'œil et semble blessé. Il voit moins bien, et a priori sans faire exprès, il va mettre un coup de pied à l'arbitre, qui va être obligé de le disqualifier et d'arrêter le combat. Mais comme on sait, le règlement dit qu'un titre ne peut pas être gagné de cette façon. Leur rivalité va devenir plus électrique et tendue parce que Jeff va le frapper en lui reprochant de s'être fait disqualifier intentionnellement, même si Punk jure le contraire. Le Kid de Chicago a-t-il été sournois ou de bonne foi? Le finish est l'illustration parfaite de toute cette ambiguïté autour de CM Punk depuis quelques semaines. L'ancien babyface n'est plus ce personnage irréprochable moralement dont les actions n'étaient pas controversées. Mais d'un autre côté, il n'est pas non plus un vrai top heel, puisqu'il ne fait que défendre ses intérêts, et que ses intentions sont pures. En tout cas, pour le moment. Après plusieurs semaines de dilemmes moraux, la rivalité va désormais prendre une tournure bien plus personnelle. La tournure qui était bien sûr la plus intéressante et qui était inévitable dans cette storyline. La confrontation entre l'esprit libre et le live for the moment de Jeff Hardy, et la philosophie straight edge et l'esprit discipliné de CM Punk. Dans le SmackDown qui suit The Bash, le champion poids lourd prêche pour sa paroisse en prouvant qu'il n'est pas un tricheur, que son pied était bien sous la corde quand Jeff pensait avoir gagné et que les fans s'étaient réjouis pour rien. En somme, il ne fait qu'appliquer les règles, dire la vérité, même si elle ne plaît pas. Appliquer les règles, est-ce que ça fait de toi un heel? En principe, non. Mais dans cette histoire, c'est particulier, puisque la philosophie de Hardy est justement de ne pas respecter les règles, de s'affranchir de toutes les normes. Et Jeff, lui qui a attaqué Punk après le match en étant excédé à The Bash, n'est-ce pas un comportement heel aussi? Le Kid de Chicago n'est-il pas la victime dans l'histoire? Lui qui est apparemment vraiment blessé à l'œil? Pour ceux qui ont aussi aimé cette rivalité,
ça peut faire rappeler la feud entre Chris Jericho et Shawn Michaels en 2008, où il y avait aussi cette complexité morale entre deux babyface, et en l'occurrence HBK, qui avait simulé une blessure au début de l'histoire, ce que Jericho allait critiquer, mais ses valeurs morales allaient être huées parce que le public préférait le gars cool et spectaculaire, ce qui était aussi très intéressant. Dans leur échange, Hardy sera convaincu que Punk est un tricheur, et à ce moment-là, on aura aussi pour la première fois la catchphrase phare de la rivalité quand il va dire à Jeff « Just say no ». Avec tout ce que ça sous-entend, bien sûr. Dire non à la drogue, dire non aux excès de médicaments antidouleurs, dire non à la tentation, dire non à son style de vie que Punk vomit. Encore une fois, c'est disséminé intelligemment. C'est un pas de plus dans l'attaque personnelle. C'est subtil et pour moi, c'est génial. Dans le show, Teddy Long va organiser un match tag team où ils seront dans la même équipe et ça me permet de dire à quel point je trouve ça super quand des rivaux sont forcés de collaborer. De manière générale, c'est trop rare, alors que ça crée une situation intéressante où on se demande si les superstars vont réussir à dépasser leur animosité ou pas. Dans leur match, Punk, à un moment, n'a pas voulu faire le tag à Jeff car il avait mal à l'œil, et au moment où Punk voudra faire le relais avec Jeff, ce dernier simulera une blessure à l'œil et se moquera de lui. On voit donc qu'il y a vraiment de moins en moins d'amour entre les deux. La limite est de plus en plus floue entre storyline et réalité. On avait d'un côté Monsieur Straight Edge qui rejetait l'alcool et la drogue et qui se présentait comme un exemple sain pour les jeunes. De l'autre, un homme qui a affronté ses démons toute sa vie sans s'en cacher, auquel les fans pouvaient aussi s'identifier. Punk ira même jusqu'à lui dire qu'il est obligé de prendre des médicaments pour son œil, que lui a obtenu légalement, et que lui, c'est la seule substance extérieure dans son corps. Le 10 juillet, le défenseur du style de vie Straight Edge lui dira aussi que Jeff a été suspendu alors que lui ne l'a jamais été. Que Jeff a été en cure de désintoxication, ce que lui n'a jamais fait. Dans ce SmackDown, Hardy arrivera d'ailleurs pour son match avec un bandeau à l'œil pour troller Punk et ensuite l'enlever et dire à quel point tout les oppose, y compris dans leur manière de gérer l'adversité. C'est de plus en plus passionnant et on y croit à 100%. C'est du réel. Dans le SmackDown du 17 juillet, Jeff Hardy, qui était mal rasé et pâle ce jour-là, ça se voit qu'il allait pas bien à cette période d'ailleurs, il dit qu'on fait tous des erreurs et parle de lui en toute honnêteté, se félicitant de ne plus avoir échoué à un test depuis plus d'1 an. Ce que les fans vont applaudir, mais ce qui va énerver Punk, qui trouve que c'est pas un accomplissement. Il dit à Jeff qu'à l'école, il était sûrement un cassos, qui ratait des cours, qu'il a jamais été sérieux dans sa vie parce qu'il passait son temps à fumer et à boire. On voit qu'il y a vraiment plus de limites maintenant, ça y est. Le champion lui dit aussi qu'un gars comme lui ne peut pas le battre, qu'il est straight edge, que Jeff retombera toujours dans le même cycle où il va perdre contre Punk puis faire une rechute. Encore et encore. Hardy se défendra en disant qu'il n'est pas parfait, et selon moi, c'est une des raisons de sa popularité, car d'une manière ou d'une autre, beaucoup de fans peuvent se retrouver dans son côté outsider, avec des failles, mais qui se bat. À ce moment-là, je dois dire que j'ai un regret pour cette rivalité. Je trouve que c'est dommage que pour s'opposer à Punk, Jeff se contentait de dire qu'il n'est pas parfait, et aussi qu'il préfère vivre dans le moment, comme il dit, se cacher derrière son mantra, en fait, alors qu'il aurait pu en dire davantage sur son combat contre ses addictions. Parler de la difficulté de s'en éloigner une fois qu'on est accro. C'est pas du tout aussi simple que de juste dire non. On parle de troubles, de dépendance, de produits qui ont des effets profonds qui dépassent largement la faiblesse ou le libre arbitre. Et c'est dommage qu'il ne soit pas allé sur ce terrain-là. En tout cas, le prophète du Straight Edge déplore que les jeunes prennent Jeff comme un exemple, et c'est vraiment une situation paradoxale et super originale, puisque c'est le gars qui veut pas que les fans se droguent et boivent, qui va être présenté comme le méchant de l'histoire. C'est vraiment une situation complexe où on ne sait pas qui encourager. On peut s'identifier à Alain et admirer son honnêteté et son courage, mais on peut aussi s'inspirer de l'autre pour sa discipline et son intransigeance. On dépasse le kayfabe et on est dans des vraies questions de vie.
De toute façon, il faut savoir que CM Punk lui-même dit qu'à cette période, il avait enfin quelque chose dans quoi il pouvait s'investir, et que c'était ça le plus excitant pour lui. Dans la vraie vie, des scénaristes allaient le voir en lui disant qu'ils avaient écrit sa promo pour lui, et à chaque fois, ils déchiraient leurs feuilles devant eux et les jetaient à la poubelle. Tout venait de lui. Il était authentique. Et c'est aussi pour ça qu'on y croit tellement. Selon Punk, beaucoup des idées de cette histoire, mais pas toutes, étaient des trucs qu'il faisait dans les indies parce qu'il y était déjà le gars straight edge. Beaucoup étaient du recyclage de ce qu'il avait déjà fait avant, mais à une échelle bien plus grande. Et c'était bien plus fun. Dans le dernier SmackDown avant leur prochaine confrontation à Night of Champions, qui sera la dernière chance pour Jeff de gagner le titre, le charismatique Enigma reproche à Punk de vouloir imposer son style de vie à tout le monde, de juger les autres comme faibles, de se placer en sauveur. Et on sent bien que tous les opposaient, que Hardy était vraiment pas fan de Punk. Ou alors, il jouait vraiment très très bien, et qu'il détestait toutes les diatribes straight edge de son rival. Quand arrive le pay-per-view, on pense avoir la confrontation ultime entre les deux, après plusieurs semaines de rivalité bien plus personnelle. Pendant Night of Champions, CM Punk, dans ce qui était à la base une interview en coulisses, mais où il va prendre le micro et aller au milieu du public, il va faire une promo magistrale où il se placera comme un gourou qui veut remettre les autres dans le droit chemin. Ça peut faire regretter qu'à ce moment-là, il n'ait pas encore créé la Straight Edge Society et laissé pousser la barbe comme il le fera quelques mois plus tard. Ça aurait vraiment été idéal là. Il disait que Jeff lui reprochait d'avoir oublié ce que c'est d'être humain, mais lui, il s'en prenait aux fans en comprenant pas comment, après tout ça, il pouvait être toujours à fond pour Hardy. C'était vraiment osé comme segment, je trouve. Il dit même, vous soutenez un type qui n'est même pas capable de se soutenir lui-même. Il va oser critiquer les parents des enfants qui supportent Jeff, qui selon lui sont sûrement des familles monoparentales, tout comme Hardy, ce qui est quand même très personnel puisque Jeff a hélas perdu sa mère quand il était jeune. On voit vraiment que le Kid de Chicago est très fort pour attirer de la hit et qu'il a déjà réussi le défi que Vince lui a donné en à peu près un mois. Il va dire aux fans de just say yes à une Amérique straight edge sans drogue. Et il prend une autre dimension, où il se met maintenant pas seulement à sermonner Hardy, mais tout le monde. C'est encore un autre cap de franchi dans son heel turn. Ce rôle était vraiment fait pour lui, et j'ai toujours trouvé que Punk, il est meilleur en heel de toute façon. Leur match va carrément être le main event du show, ce qui est pas rien, puisque sur la carte il y avait quand même un triple threat Cena, Orton, Triple H. Ça montre bien comme la WWE prenait cette histoire au sérieux. Ça va être un bon match où Punk était impressionnant dans son acting au moment où Jeff se sort de son JTS. Le champion va avoir un comportement de pur heel à un moment en voulant s'en aller avec le titre et provoquer un count-out. Au final, Jeff va gagner et il vit un nouveau moment de gloire que cette fois-ci, rien ni personne ne va gâcher. À la fin, CM Punk va même serrer la main de Jeff par respect et fair play. Est-ce que le nouveau champion, l'esprit libre, a eu raison du donneur de leçons Punk? Est-ce que c'est la fin de cette rivalité? À ce moment-là, on aurait pu le croire. Le 31 juillet, Jeff Hardy arrive à SmackDown avec la ceinture et pour lui, c'est comme un rêve. Il croit enfin avoir son bonheur et dédie sa victoire aux freaks, aux marginaux, aux personnes rejetées, à ses fans qui l'ont toujours soutenu. Un beau moment de communion où il va aussi dire que si tout le monde était comme CM Punk, le monde serait hyper ennuyeux. Ce qui pose encore une fois une question éthique. Est-ce que être straight edge, c'est être ennuyeux? Mais la seule drogue de Jeff, c'est d'être champion pour ses fans. Et il incite tout le monde à être qui on veut être. Personnellement, je trouve que c'était un peu hors sujet. Et que parfois, ce que Jeff pouvait dire, on sentait que c'était des phrases censées être impactantes qu'on lui a écrites. Punk n'a jamais attaqué personne sur le fait de choisir qui on veut être. Il en est d'ailleurs la preuve, puisque lui-même est un rebelle avec sa propre personnalité unique. Il attaquait purement Jeff sur le fait qu'il se détruisait, et qu'il ne fallait pas prendre exemple sur lui pour ça. Et Hardy, en disant ça dans sa promo, considère en quelque sorte que choisir qui on veut être,
c'est avoir la liberté de se détruire. En tout cas, je trouve qu'il était sur un terrain glissant et que c'était un peu maladroit et que ça pouvait être interprété de plusieurs manières. Après que Jeff ait battu John Morrison dans le main event, CM Punk va venir le voir et lui soulever le bras pour célébrer. On sait pas vraiment sur quel pied danser, mais tout va devenir clair quand il va attaquer Hardy par surprise avec un micro. Là, clairement, Jeff n'a pas pu vivre dans le moment bien longtemps, parce que le Kid de Chicago, en mode heel comme jamais depuis le début, va vraiment le démolir en ringside et tout reprend donc de plus belle. Il veut récupérer son titre. Il lui dit une phrase bien trouvée, qui pourrait même s'appliquer à toute cette storyline en fait. Profite du moment, parce qu'il ne va pas durer longtemps. Le 7 août, Punk s'attire encore plus les foudres des fans en disant qu'ils aiment Jeff parce qu'il est faible comme eux, que personne n'est capable d'être fort comme lui. On voit bien dans sa promo que c'est pas scripté. Et c'est tellement mieux quand on ressent cette authenticité. Il réagit au public et arrive à rebondir. Il est vraiment très bon. Alors qu'ils sont censés démarrer leur rematch, Punk et Hardy vont se jeter l'un sur l'autre et ça va dégénérer. Ce qui mène à Vince McMahon qui décide que dans le main event, leur match sera arbitré par Matt Hardy. Une situation ambiguë, puisque rappelez-vous, quelques mois avant, Matt était l'ennemi absolu de Jeff. Mais pendant le match, il fera un face turn et aidera Jeff à gagner en empêchant l'autre arbitre de faire le compte de 3 au moment où Punk était là à faire le pin et en permettant à son frère de l'emporter par roll-up et de faire un fast count. L'ancien champion pète un câble et va attaquer le cou de Jeff avec une chaise et finalement, le general manager de SmackDown, Teddy Long, lui accorde un vrai rematch pour SummerSlam. Et ce sera un TLC match, la stipulation préférée de Hardy. Ce passage de la rivalité montre bien qu'on peut sans problème avoir plusieurs matchs entre deux mêmes adversaires sans être répétitif. Qu'on peut raconter une histoire sur plusieurs mois et plusieurs affrontements en faisant évoluer les personnages, en variant la physionomie des matchs et aussi les stipulations. À ce moment-là de la rivalité, on a vraiment un point de non-retour où les deux rivaux ne peuvent plus être ensemble sans finir par se battre. Ça peut plus durer, ils ne peuvent plus cohabiter et il n'en restera qu'un. C'est ce que dit CM Punk dans sa promo la semaine suivante. Selon lui, les fans sont esclaves de la propagande de Jeff et il ne pourra jamais mieux les convaincre qu'ils sont dans le faux en mettant fin à Hardy et en se débarrassant pour de bon de lui. Ça tend aussi une perche vers comment cette rivalité se terminera. Dans leur dernier face-à-face avant SummerSlam, Jeff va être assis en haut d'une échelle pour sa promo, un beau visuel d'ailleurs, et on devine vraiment qu'il est mal en point. Sans même parler de son addiction aux antidouleurs ou de sa manière de vivre en dehors du ring. On voit bien que ses Swanton Bomb, ses Whisper in the Wind, tous ces spots laissent des traces, et que sa manière de catcher, certes spectaculaire, est en soi déjà déraisonnable et dangereuse. Punk va encore lui lancer des pics comme « t'es probablement bourré » ou encore « living in the moment t'a mené à l'hôpital ». Il y a la phrase marquante, encore une « je dois me débarrasser de toi pour que les fans arrêtent de vivre dans ton moment, se réveillent et commencent à vivre dans ma réalité ». Malheureusement, Hardy réagira par des phrases un peu bateau comme « tu peux pas détruire ce que j'ai créé ici ». Et il n'aura pas la bonne idée de donner lui aussi une leçon à Punk, dont la vision des choses est beaucoup trop manichéenne et condescendante. Dans les actes par contre, après que son rival ait tenté de le faire tomber de l'échelle, le charismatique Enigma va lui faire un twist of fate et aller vers SummerSlam avec l'ascendant psychologique, même s'il se prend l'échelle sur la tête en le faisant. Leur match TLC à SummerSlam, encore une fois en main event, sera un chef-d'œuvre. On le sait pas encore, mais ce sera le dernier match en pay-per-view de Jeff à la WWE à cette époque. En interview, Punk montre un script qui s'appelle Live for the Moment, The Jeff Hardy Story, en disant que ça va mal se finir. Ce qui est pertinent, puisque le show se passe à Los Angeles, la ville des stars, de Hollywood. Il va même jusqu'à critiquer la société américaine, le style de vie répréhensible des célébrités dont le peuple s'inspire.
Le match, lui, va être incroyable. Et on notera, pour prendre un peu de recul, qu'à défaut d'avoir fait le main event de WrestleMania, CM Punk a quand même fait 2 fois, en 2009 là, et en 2011, celui de SummerSlam. Ce qui est quand même pas rien. À cette époque, on peut dire qu'il a prouvé qu'il pouvait tenir une rivalité de premier plan en bon heel. Ce soir-là, c'était le plus gros match qu'il avait jamais eu dans sa carrière à ce moment-là. Et je trouve qu'il y avait une vraie alchimie visuellement entre les deux. Entre la tenue surtout noire de Jeff, avec sa peinture au visage, et la tenue jaune de Punk, plus lumineuse. Et c'était assez symbolique comme couleur si on considère que Hardy est l'humain avec son côté sombre, et que le Kid de Chicago est un peu le sauveur, qui n'a pas ce côté sombre. Dans le ring, il se retenait pas, avec des coups de chaise, des coups d'échelle. C'était super qu'il y ait des échelles, des tables et des chaises placées un peu partout d'ailleurs. C'est bien plus dynamique. Punk va faire un superplex de la 3e corde sur Jeff et ils atterrissent sur l'échelle et là, on voit leur douleur extrême. C'était violent. Hardy lui mettra un gros coup de chaise en pleine tête, sans protection aucune. Et enfin, le spot final avec la grande échelle. Jeff va grimper, ce qui va créer une image qui est vraiment superbe, comme s'il s'apprêtait à se sacrifier pour les fans, et se jeter sur Punk qui était sur la table en bas. Alors qu'il est emmené sur une civière, Jeff va être héroïque et refuser. Ils vont se battre tous les deux en haut de l'échelle. Il y avait un suspense énorme, puisqu'ils étaient tous les deux à portée du titre. Et au final, CM Punk va réussir à gagner. L'Undertaker fait un retour surprise en apparaissant par terre au pied du nouveau champion et en ayant réussi à remplacer Jeff en quelques secondes. Ce match était un chef-d'œuvre et montrait qu'il n'y a rien de mieux dans le catch qu'une histoire personnelle entre deux superstars qui se détestent, qui vont reculer devant rien pour faire mal à l'autre et avoir le dernier mot. Dans le SmackDown du 28 août, juste après SummerSlam, on va contre toute attente assister au point final de la rivalité. CM Punk arrive avec son beau t-shirt et dans une belle tenue blanche, et il a mal partout. Mais comme il le dit, lui ne prend pas de morphine, contrairement à Jeff et aux fans. Un dernier match entre eux, un Steel Cage, va être mis en place, et ce sera forcément le dernier, puisque la stipulation est sans appel. Le perdant devra quitter la WWE. Punk ose encore une fois lui dire qu'il est probablement drogué à ce moment-là et qu'il a sûrement pris des antidouleurs, ce qui est totalement du réel quand on va parler après de la vie en coulisses de Jeff à cette période-là. On a donc eu droit à un main event en weekly aux enjeux colossaux et c'était marquant. Le champion attaquera son rival avant même le début officiel du match, ce qui est bien pour envenimer la confrontation. Et je pense que c'est peut-être le Steel Cage avec le plus de suspense de tous les temps. Vous vous rendez compte que là, celui qui ne réussissait pas à s'échapper ou qui se prendrait un tombé devait carrément quitter la compagnie. Cette rivalité avait donc une vraie fin, avec un gagnant ultime, ce qui est rare, celui qui restera. Et ça sera CM Punk. Ce moment précis a clairement fait de lui une star à cette époque. Un top heel, puisqu'à cause de lui, le chouchou des fans a dû s'en aller. Personnellement, je prenais pas du tout ça au sérieux à l'époque, parce que je pensais pas que Jeff pourrait s'en aller sur un match Steel Cage à SmackDown. Je pensais que ce serait une pirouette et qu'il irait à Raw, mais en fait pas du tout. On va voir Jeff allongé dans le ring, regarder le plafond, pendant qu'on entend dans le theme song de Punk les paroles « Even through the darkest days ». Une combinaison musique et image très symbolique. Pour moi, celui-ci et celui de SummerSlam étaient les meilleurs matchs de cette feud. Hardy va faire son discours en s'excusant d'avoir déçu ses fans, qui s'en va, mais qui reviendra un jour, que c'est pas un au revoir pour toujours, mais un au revoir pour le moment. Si on contextualise, à part une période entre 2003 et 2006, il a été à la WWE depuis 11 ans. Même plus en réalité, puisqu'il apparaissait déjà dès 1994 à Raw, quand il était encore qu'un gamin. En partant,
Alors que des fans pleurent, CM Punk va venir l'assommer par derrière avec sa ceinture à la fin. Un acte ultime de top heel. Je pense que ce match a marqué beaucoup d'entre nous parce que c'est un peu le dernier grand moment de la génération Catch Attack qui ne sera plus jamais pareil après le départ de son héros, Jeff Hardy. Ce jour-là, le kayfabe et la réalité se sont rejoints puisque dans la vraie vie, le charismatique Enigma était arrivé à un point de rupture les semaines d'avant où il n'en pouvait plus de ses problèmes de santé. Il souffrait d'une blessure au cou, d'une hernie discale, aussi du syndrome des jambes sans repos, ce qui lui faisait prendre beaucoup d'antidouleurs auxquels il était accro. Apparemment, il n'était pas non plus d'accord avec les décisions de la fédération. En coulisses, en fait, toute cette histoire a été mise en œuvre pour organiser son départ de la WWE, justement à cause de ses addictions et aussi de ses blessures. Je trouve que c'est quand même dingue qu'au moment où il vit tout ça et qu'il atteint un point de non-retour où c'est devenu insupportable, il avait une rivalité à l'écran dans laquelle on lui reprochait ses addictions, son catch destructeur et tout son passé qui cette fois-ci avait encore eu une fois raison de lui. Comme le dit Jeff lui-même, le fait d'avoir cette storyline controversée entre le mec Straight Edge et l'autre mec qui a des problèmes de drogue, ça rendait tout très réel. Le 4 septembre 2009 à SmackDown marquait la dernière vraie touche finale de cette rivalité. Dans l'arène, la musique de Jeff Hardy retentit et quelqu'un arrive. Le charismatique Enigma était-il en réalité toujours là? Au grand désespoir des fans qui y ont cru, c'était nul autre que CM Punk, qui a pris le soin de se déguiser jusque dans les moindres détails comme son adversaire, allant même jusqu'à l'imiter dans sa gestuelle, comme quand il arrive sur le ring et qui se met sur la deuxième corde. C'était un troll absolu. Avant le show, un superbe clip avait été remontré du SmackDown précédent et je l'avais trouvé beau et émouvant. Punk va dire que contrairement à Hardy, il ne raterait jamais un WrestleMania parce qu'il a raté un test. Il se permettra par-ci par-là des commentaires sur Jeff, qui n'est plus là, et ce qui, selon les rumeurs, dans la vraie vie, ne plaisait pas du tout au frère Hardy. Il finira par perdre le titre en octobre contre l'Undertaker à Hell in a Cell et créera officiellement fin novembre la Straight Edge Society. Le Kid de Chicago était lui-même surpris de cette suite. Il pensait qu'ils avaient fait du bon business avec Jeff, qu'ils avaient réussi à raconter une super histoire émotionnelle. Hardy lui avait rendu un grand service en partant, en lui permettant d'être méga détesté par le public. Et pourtant, les officiels ne vont pas savoir quoi faire avec lui une fois qu'il aura passé la ceinture au Deadman. Punk avait du mal à le comprendre, et on voit finalement que la gimmick Straight Edge était surtout parfaite pour une rivalité avec Jeff et tous ses démons, et qu'après ça, ça pourrait jamais être aussi profond et personnel, à moins de répéter exactement la même chose. La suite pour Hardy, ce sera une vidéo dans un restaurant où il apparaît complètement défoncé et insulte Punk. Il y dit que la manière de vivre Straight Edge n'est pas la bonne, mais la sienne oui, que si on était tous comme Punk, il préférerait vivre sur Pluton. Il lui reproche aussi d'être bien trop arrogant, de ne jamais être venu le voir en coulisses et prendre de ses nouvelles en 2009. Matt Hardy, qui était aussi là, mentionne même le fait que Punk soit avec Lita, son ex-copine, et que quand ça va pas fort entre eux, c'est Matt que Lita appelle. C'était clairement visible que Jeff Hardy allait mal dans toute cette période. Il révélera plus tard qu'à la WWE, le travail et le planning l'avaient consumé, qu'il avait l'impression de se perdre lui-même. Il est parti parce que c'était devenu trop pour lui. C'est vraiment la vie sur la route et sa routine épuisante avec son style de catch qui l'ont mené vers ses addictions qu'il n'avait pas avant. Il disait même en 2018 à Lilian Garcia qu'à l'époque du lycée, il ne buvait ni fumait jamais parce qu'il trouvait ça mal. Après son départ de la WWE, Jeff sera arrêté le 11 septembre 2009 pour détention et trafic d'une grande quantité de stupéfiants, dont des antidouleurs qu'il s'est procurés illégalement et de la cocaïne. Ce qui donnait encore plus de profondeur et de vérité
à la rivalité incroyable qu'il venait d'avoir avec Punk. Heureusement, quelques années plus tard, en étant plus sobre et positif, il dira qu'il a honte de la vidéo qu'il a faite et que CM Punk a un talent fou, qu'il n'a rien de mal à dire sur lui et qu'ils sont juste différents. Selon lui, CM Punk est un des plus grands et il pense qu'ils avaient une bonne alchimie. Il considère avoir créé une rivalité collector avec lui, une œuvre d'art immortelle qui va demeurer dans les livres d'histoire. Je pense qu'on peut pas mieux résumer toute cette feud inoubliable et qui a, pour beaucoup d'entre nous, marqué la fin d'une époque. Et voilà pour cette vidéo sur l'incroyable rivalité entre Jeff Hardy et CM Punk à l'été 2009. Une storyline passionnante qui opposait deux êtres humains au style de vie radicalement différents et qui nous a livré des promos et des matchs épiques. Et qui a su mêler presque parfaitement selon moi le réel et la fiction. Un élément tellement essentiel pour qu'une storyline nous embarque. C'est encore plus fou de se dire que maintenant, les deux superstars sont à All Elite Wrestling, ce qui voudrait dire que potentiellement, cette feud pourrait avoir une suite un jour. Jeff avait d'ailleurs déclaré récemment que son travail avec le Kid de Chicago était une des choses qu'il avait préférées dans sa carrière et que selon lui, c'était sûr qu'un énorme moment entre les deux catcheurs allait finir par arriver. Et vous, est-ce que vous avez envie qu'ils écrivent un nouveau chapitre dans leur histoire à l'AEW? Selon vous, comment ils devraient l'écrire pour qu'elle soit quand même différente de 2009? Dites-moi ce que vous en pensez, ce sera un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos idées ensemble, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous avez aimé cette rivalité, explosez-moi la barre de like, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. C'est le meilleur soutien pour la chaîne et c'est très important. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront. On est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.